merci beaucoup d'avoir affronté la chaleur pour venir m'écouter sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2 siècles, mais qui a été considérablement dépouillé depuis quelques années par les chercheurs. Alors, je me suis intéressé à ce sujet de Napoléon et des femmes sous le Premier Empire en tant qu'historien, en organisant l'année dernière un grand colloque avec la Fondation Napoléon sur les femmes sous le Premier Empire, puis ensuite en écrivant un livre qui est paru il y a quelques mois sur les conversations de Napoléon, où je me suis rendu compte que quelques-unes des conversations les plus importantes de la vie de l'empereur ont été avec des femmes dont certaines ont su vraiment lui tenir tête. Et pendant longtemps, parler des femmes sous le Premier Empire, c'était quelque chose d'assez restreint. On parlait de la vie amoureuse de Napoléon, pour faire simple, de sa passion pour Joséphine, de son attachement plus bourgeois pour Marie-Louise. On parlait de ses maîtresses, bien sûr, la plus connue étant Marie Walewska. Les biographes de l'empereur parlaient aussi assez volontiers de ses rapports avec les femmes de sa famille. Laetitia, sa mère, ses sœurs, Caroline, Elisa, Pauline, sa belle-fille Hortense de Beauharnais. Mais au cours du XXe et là, maintenant du XXIe siècle, les historiens ont quand même réussi à découvrir d'autres figures féminines d'envergure et ont commencé à comprendre que les femmes ont joué un rôle important en politique, en littérature et dans les arts. Et pour finir, on est un peu revenu de cette conception qu'on a d'un Napoléon misogyne pour en revenir à une vision plus nuancée des choses. Moi, je l'espère. J'espère que vous serez convaincus. Les femmes, déjà, ça m'avait frappé en organisant le colloque l'année dernière, les femmes représentent la moitié de l'Empire. C'est pas rien, on ne peut pas les négliger, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Surtout, et même surtout pour Napoléon. Napoléon, bien sûr, a fait parfois preuve d'idées absolument rétrogrades, mais il faut aussi le prendre pour ce qu'il était, un homme né au XVIIIe siècle, un militaire qui avait grandi dans un monde d'hommes et qui forcément ne pouvait pas avoir les mêmes idées que nous d'emblée. Mais quand même, on sent qu'il a changé. Alors, quand même, le Napoléon misogyne, alors, comment ça marche? Voilà. Non? Oui? Ok, très bien. Le Napoléon misogyne, on le retrouve dans le très, très célèbre règlement que Napoléon va dicter juste avant la bataille d'Eylau, juste après, pardon, très célèbre règlement de la maison d'éducation des demoiselles de la Légion d'honneur, dirigée par Madame Campan. Donc on est en 1807, sous la neige, en Pologne, et l'empereur prend le temps de dicter un plan d'éducation pour les jeunes filles. Alors, c'est impressionnant en soi, mais je vais vous le lire et accrochez-vous quand même à votre chaise. Je cite Napoléon. « Qu'apprendra-t-on aux demoiselles qui seront élevées à Écouen ? Il faut commencer par la religion dans toute sa sévérité. N'admettez à cet égard aucune modification. La religion est une importante affaire dans une institution publique de demoiselles. Elle est, quoi qu'on puisse dire, le plus sûr garant pour les mères et pour les maris. Élevez-nous des croyantes et non pas des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre social, la nécessité d'une constante et perpétuelle résignation et d'une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ne peut s'obtenir que par la religion, par une religion charitable et douce. Il faut ensuite apprendre aux élèves à chiffrer, à écrire et les principes de leur langue afin qu'elles sachent l'orthographe. Il faut leur apprendre un peu de géographie et d'histoire, mais bien se garder de leur montrer ni le latin ni aucune langue étrangère. On peut enseigner aux plus âgés un peu de botanique et leur faire un léger cours de physique ou d'histoire naturelle, et encore, tout cela peut-il avoir des inconvénients. Il faut se borner en physique à ce qui est nécessaire pour prévenir une crasse ignorance et une stupide superstition. Je vous laisse digérer ce texte. C'est assez terrifiant, mais il faut quand même le remettre là aussi dans son contexte. C'est un programme général pour éduquer des jeunes filles issues de bonnes familles, souvent des filles militaires, et ce programme d'éducation ne prend pas en compte la possibilité de voir émerger des personnalités exceptionnelles. C'est un texte qui contredit également frontalement la pédagogie de Madame Campan, la plus grande éducatrice de l'époque, qui vise à développer les caractères de ses élèves et leurs capacités propres. On le voit avec quelques-unes de ses anciennes élèves qui sont devenues des femmes remarquables, comme Caroline, comme Hortense de Beauharnais, etc. Si l'on réfléchit un peu, Napoléon, on voit quelle est sa conception de la pédagogie. Napoléon est plutôt du genre à vouloir formater les individus, qu'ils soient hommes ou femmes. Il n'est pas là pour qu'ils se développent et qu'ils s'épanouissent. C'est pas vraiment son genre. Même si les garçons reçoivent une éducation qui est plus poussée, son but n'est pas non plus d'en faire des savants, d'en faire des esprits libres, c'est de faire plutôt des militaires, de les former comme officiers. On
peut verser un autre témoignage au dossier, qui n'est pas aussi violent que celui de 1807. C'est le témoignage du comte Molé, qui en 1813 entend Napoléon parler des femmes, sur un ton qui est toujours très rétrograde, et cette idée d'éducation des femmes revient à nouveau dans sa conversation. Quant aux femmes, il est très difficile de tracer un plan d'éducation pour elles. Elle doit se commencer et se poursuivre par les exemples qu'elle trouve au foyer domestique. Rien ne peut remplacer une mère auprès de sa fille. Les jeunes filles ont le même but en entrant dans la vie, c'est le mariage. Et l'éducation publique fait presque toujours de mauvaises femmes, des femmes frivoles, coquettes et légères. Pour en trouver des preuves, nous n'aurions pas bien loin à aller. Il disait ça dans un salon des Tuileries. L'éducation commune, si bonne pour les hommes, si bonne à leur apprendre à se supporter mutuellement et qui les prépare par la camaraderie à la grande vie, est une école de corruption pour les femmes. Les hommes sont faits pour le grand jour, les femmes sont faites pour l'intimité de la famille. Donc à nouveau, effectivement, il n'est pas très progressiste. Ce sont deux textes très tranchés, mais il faut prendre du recul, essayer de faire preuve d'un peu de nuance. Ah, il faut viser là, d'accord. Voilà. Il faut faire preuve de nuance. Déjà, Napoléon a constamment montré qu'il était capable d'aller au-delà de son éducation et je vais dire de son propre formatage d'homme du XVIIIe siècle. Par exemple, lors de son séjour en Égypte, il se montre absolument horrifié, comme d'ailleurs tout son entourage, de la façon dont sont traitées les femmes dans la culture égyptienne. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus rétrograde que lui. Il va essayer plutôt de défendre la cause féminine, les femmes qui sont voilées, les esclaves qui sont vendus sur les marchés, les prostituées qui sont condamnées à être égorgées puis jetées dans le Nil. Tout ça l'indigne et il va s'y opposer et on sent que cela commence déjà à le faire réfléchir à la condition féminine. Sans doute qu'il n'y réfléchit pas encore assez. Mais au fil du temps, Napoléon va ajouter de l'eau dans son vin, il va apprendre à estimer et même à admirer certaines femmes, et il va avoir à cœur d'améliorer la condition féminine dans son ensemble. Il est vrai qu'on partait à l'époque d'assez loin. Alors, une des premières tâches à laquelle Bonaparte va s'atteler comme premier consul, vous le savez, c'est la rédaction du Code civil, qui est confié le 12 août 1800 à une commission de juristes. Je vous les cite rapidement, il y a François-Denis Tronchet, Jacques de Maleville, Jean-Étienne Portalis, Bigot de Préanneux, Cambacérès, bien sûr. Donc, il va y avoir toute une série de réunions de travail qui vont donner naissance au Code civil, qui est souvent qualifié de rétrograde, de misogyne, mais ça n'est pas l'œuvre du premier consul seul. C'est tout un groupe d'hommes du XVIIIe siècle, des juristes, souvent des vieux garçons un peu austères, qui produisent ce Code civil. Donc effectivement, c'est quelque chose qui manque, que cette dimension féminine, et le Code reflète beaucoup l'esprit de son époque. Cependant, quand il est promulgué le 21 mars 1804, pour la première fois, tous les Français, quelle que soit leur appartenance sociale ou religieuse, quel que soit leur sexe, tout le monde est soumis à la même loi. C'est quand même quelque chose d'important. En ce qui concerne les Françaises, les célibataires, les femmes célibataires et les veuves jouissent intégralement de leurs droits. La femme mariée, c'est différent. La femme mariée, bien sûr, les époux sont tenus à la fidélité et à l'assistance. Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Article 213, ce sont des termes qui peuvent sembler choquants, mais en ce début du XIXe siècle, le mari est considéré comme le chef de famille, comme le premier consul et le chef de l'État, et ça reflète la vision très pyramidale de la société que l'on a à l'époque, qui est celle de Bonaparte, mais qui est aussi celle, sans doute, de toute la société. En revanche, si cette première version du Code civil nous semble rétrograde, elle reconnaît tout de même des droits aux femmes, ce qui est déjà inédit. Elles ont des droits, le Code civil le prévoit, et ce Code offre la possibilité aux célibataires et aux veuves de vivre leur vie comme elles l'entendent. Certaines, c'est un exemple parmi d'autres que je donne parce que ce n'est pas forcément mon sujet aujourd'hui, c'est plutôt les femmes et la politique, mais pour montrer que l'indépendance, certaines femmes vont pouvoir s'en emparer et devenir véritablement des personnalités d'envergure. Je vous donne l'exemple de Barbe Nicole Ponsardin, la veuve Clicquot. Elle est veuve, elle profite de son veuvage, elle est libre de ses faits et gestes, et son champagne atteint dès l'Empire une notoriété européenne. Et les archives de la maison Clicquot, qu'on avait étudiées dans le colloque sur les femmes, voilà une femme chef d'entreprise qui fait vendre son champagne dans l'Europe entière, en Russie, en Suède, en Angleterre, et qui devient véritablement un modèle de management pour l'époque. Donc il y a quand même des possibilités pour les femmes de réussir, y compris dans l'entreprise. Donc voilà le cadre légal et ce que le cadre légal peut permettre. Donc le cadre est moins strict qu'on pourrait le croire, et en tout cas, forcément, le Code civil est très général, ça ne nous dit rien des cas particuliers, c'est-à-dire des femmes remarquables
qui sont tout au sommet de la société. Alors évidemment, ça fait partie des poncifs, mais on ne peut pas ne pas en parler. La première femme exceptionnelle que Bonaparte va croiser et qui va avoir un rôle dans sa vie politique, bien sûr, c'est Joséphine, qu'il épouse le 9 mars 1796. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez, je pense, aussi bien que moi, mais c'est un général en pleine ascension. Elle est une figure en vue du tout Paris de l'époque du Directoire. Son mari, Joséphine, a été guillotiné. Elle a 2 enfants à charge, elle est couverte de dettes, elle est convaincue que Bonaparte a de l'argent, et lui s'est follement épris d'elle, ce qui suffit à les marier. Et vous connaissez les lettres que Bonaparte écrit à Joséphine à cette époque. J'en cite une, par exemple, au tout début de sa première grande campagne en Italie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Là, on est le 30 mars 1796. Il est complètement épris, au point d'en être aveugle. Il repousse pendant un certain temps, ça ne va pas durer, mais quand même il repousse les avances des autres femmes, et il ne voit absolument pas quand Joséphine le trompe. Il ne le comprendra qu'en Égypte, et là, à partir de ce moment, très meurtri, très blessé, il va prendre une maîtresse, qu'on va évidemment en Égypte surnommer Cléopâtre, mais il souffre, et il va penser au divorce, après avoir été un mari trompé. Et pourtant, dès qu'il rentre à Paris, après la campagne d'Égypte, Joséphine réussit à se faire pardonner et ils vont finir par former un couple relativement apaisé. La passion va laisser la place à une affection tempérée, il va avoir des maîtresses, elle va plutôt s'occuper de mécénat sous le consulat et l'Empire, mais elle va surtout jouer un rôle important, Joséphine, comme première dame, et elle est même indispensable, ça explique sans doute pourquoi il lui pardonne, au moment de son retour en France, elle est indispensable pour qu'il puisse continuer son ascension politique. C'est dans la maison de Joséphine, rue de la Victoire, qu'ont lieu, par exemple, les réunions préparatoires au fameux coup d'État du 18 Brumaire, qui va permettre à Bonaparte de renverser le Directoire. D'ailleurs, c'est dans une orangerie comme celle-ci, l'orangerie de Saint-Cloud. Joséphine va aider son mari à rallier des soutiens politiques pour organiser le coup d'État. Elle va organiser des mondanités dans sa maison pour endormir la méfiance de certains acteurs du Directoire. Ensuite, sous le consulat à Malmaison, à Saint-Cloud, aux Tuileries, elle va contribuer à la reconstitution de la vie de cour. Elle va accueillir des ambassadeurs, des princes, des souverains en visite. Elle va tenir un salon où paraissent des nobles émigrés qui reviennent en France et qui vont se rallier au nouveau régime de son mari. Donc elle a vraiment un rôle important de ce point de vue-là. Puis ensuite, quand elle devient impératrice en 1804, Napoléon la couronne à Notre-Dame le 2 décembre, et là, elle va jouir d'un prestige absolument immense. Elle va maintenir, c'est la première dame de France et même la première dame d'Europe, on peut dire, elle va maintenir une présence à la cour aux Tuileries pendant les guerres de son mari. Il y a toujours une vie mondaine à Paris, la cour ne s'endort pas, et c'est quand même extrêmement important pour des raisons d'affichage, de représentation. Vous le savez, par contre, Joséphine ne peut plus avoir d'enfants, ce qui va contraindre Napoléon à divorcer le 15 décembre 1809, la mort dans l'âme, et il épouse une princesse qui doit consolider sa position diplomatique en Europe et lui donner un héritier légitime. Alors arrive à Paris, ici, Marie-Louise d'Autriche, qui épouse Napoléon en avril 1810 et qui donne naissance au roi de Rome en mars 1811, donc l'héritier du trône impérial. Et Napoléon, j'en ai beaucoup parlé dans différents ouvrages, mais Napoléon est assez séduit par cette jeune archiduchesse qui a 22 ans de moins que lui. Elle-même s'avoue séduite de découvrir un empereur qui n'a rien d'un ogre, qui n'est pas un monstre sanguinaire comme on le lui avait annoncé, mais qui se comporte avec elle de manière extrêmement courtoise, il est extrêmement bien élevé. Et dans ces années 1810-1812, où la France n'est pas en guerre, pas encore, Napoléon, qui a quand même dépassé la quarantaine, qui aspire à une vie plus paisible, qui en a peut-être un peu assez de faire la guerre, Napoléon change radicalement ses habitudes. Il va mener une vie assez bourgeoise avec Marie-Louise, une vie assez tranquille. C'est quelque chose qu'il n'aurait sans doute jamais pu imaginer à l'époque où il était avec Joséphine, où il voyageait beaucoup, il était tout le temps en train de faire des campagnes militaires. Là, Napoléon s'assagit à partir de 1810. Évidemment, la guerre reprend pour de très nombreuses raisons en 1812, et après la catastrophique campagne de Russie, et surtout la retraite de Russie, au moment où l'Empire commence à s'effondrer, Napoléon craint de laisser le trône vacant à Paris. Vous savez qu'il y a eu une tentative de coup d'État pendant la retraite de Russie, fin 1812 en France, qui a été immédiatement déjouée, mais Napoléon en a été très inquiet. Et là, on va avoir une sorte de révélation politique. Marie-Louise va devenir un soutien
extrêmement important à l'empereur, puisqu'elle devient régente de l'Empire en 1813 et en 1814. Donc cette jeune femme inexpérimentée que vous avez à l'écran va faire, hop, voilà, va faire des choses que Napoléon fait au quotidien, mais elle n'a absolument pas été préparée à diriger un empire de 130 départements et de 45 millions d'habitants. Elle préside le Conseil d'État plusieurs fois par semaine, le Conseil des ministres, bien sûr. Elle va signer tous les décrets qui sont publiés. Elle va viser des rapports qui doivent être validés. Elle va signer des condamnations à mort, ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui a 22 ans. Donc, elle va travailler de manière très sérieuse. Alors évidemment, autour d'elle, il y a les ministres et les conseillers de Napoléon qui sont restés à Paris, qui lui disent quoi faire. Napoléon supervise tout son travail à distance, tout en faisant la guerre en Allemagne, mais quand même, elle travaille, elle assume ce rôle de chef d'État, et le fait qu'elle soit fille de l'empereur d'Autriche, c'est déjà en soi un symbole d'autorité, de légitimité. Et Napoléon savait qu'il ne pouvait pas confier la régence et les affaires de l'État à Joséphine. À Marie-Louise, si c'est possible, parce qu'elle a le sang des Habsbourg qui coule dans ses veines, et pour elle, diriger, gouverner, être régente, c'est une histoire familiale immémoriale. Il y a toujours eu des femmes régentes dans sa famille, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc Marie-Louise jouit d'une immense autorité, et jusqu'à l'abdication de Napoléon en avril 1814, elle tente de sauver les apparences alors que l'Empire s'effondre. Elle passe des troupes en revue, elle fait insérer des articles de propagande dans les journaux, elle fait preuve donc d'un certain sens politique malgré son impréparation complète. Elle essaye de manœuvrer diplomatiquement parlant pour convaincre l'Autriche de ne pas déclarer la guerre à la France en 1813, et finalement, si Marie-Louise s'éloigne de Napoléon après sa chute en 1814, c'est pour plusieurs raisons. D'accord, elle avait appris que Napoléon l'avait trompée, elle en avait été sans doute blessée. En Autriche, on lui avait expliqué que le pape n'avait pas approuvé le divorce de Napoléon et de Joséphine, et que donc son mariage avec Napoléon n'était pas valable. C'est quelque chose qui l'a beaucoup choqué, mais sans doute aussi que Marie-Louise a attrapé, en étant régente en France, le virus de la politique, et elle va tout faire au Congrès de Vienne pour devenir chef d'État, pour rester souveraine. Elle va hériter du petit duché de Parme après la bataille de Waterloo. Elle va être duchesse de Parme jusqu'à sa mort en 1847, et elle va régner vraiment durant plus de 30 années. On la retrouve dans tous les grands événements diplomatiques, comme le fameux Congrès de Vérone en 1822. Elle gouverne, il va y avoir une révolution qui va la chasser un moment, elle va retrouver son trône. Donc, à sa mort en 1847, c'est la doyenne des souveraines d'Europe. Elle est contemporaine de la reine Victoria, du roi Louis-Philippe en France, et c'est la plus ancienne souveraine, celle qui a été le plus longtemps en exercice. Donc, quand même, un caractère de femme d'État qui s'est révélé par défaut avec la chute de l'Empire, et elle-même reconnaît très volontiers à la fin de sa vie que Napoléon lui a donné le goût de la politique. Excusez-moi, il fait chaud quand on parle. Ensuite, voilà, un exemple pour montrer que Napoléon respecte les femmes politiques, qu'il ne les méprise pas. La présence, déjà dans toutes ces bibliothèques de livres sur les régentes des siècles passés, qu'il s'agisse de Catherine de Médicis ou d'Anne d'Autriche, mais également la commande auprès de la Manufacture de Sèvres d'œuvres d'art qui exaltent les femmes célèbres, avec 3 cabarets en porcelaine de Sèvres peintes qui sont offertes à des femmes de la cour impériale. Et on retrouve sur ces différents cabarets des figures de femmes politiques et de femmes de lettres. Je vous donne quelques exemples ici pour ce cabaret. Vous avez la reine Christine de Suède, Anne d'Autriche, Marie Stuart, Élisabeth d'Angleterre, Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine de Russie, Blanche de Castille, Jeanne d'Arc, Hortense Mancini, la princesse Palatine, Madame de Sévigné, Madame de Fontanges, Madame de Grignan, donc des femmes politiques et des femmes de lettres. Donc Napoléon sait reconnaître les talents artistiques et politiques, y compris chez les femmes. Il encourage les femmes à développer ces talents artistiques ou politiques s'il les identifie et si ces talents peuvent servir ses propres ambitions. On a compris par exemple que Joséphine l'aidait à rallier des soutiens à sa cause. Il l'a encouragé à s'intéresser à la politique par ce biais-là, par le biais des mondanités. Marie-Louise, elle, lui a servi de régente, l'a remplacée à la tête de l'État durant presque 2 années complètes. Donc on voit que Napoléon, certes, peut être considéré un souverain légitime à l'égal des vieilles dynasties, mais on voit qu'il sait reconnaître et utiliser le talent des femmes quand il le reconnaît. Alors, les choses sont un peu différentes quand il est confronté à une femme politique qui est opposée à lui. C'est le cas
de la baronne Germaine de Staël, la fille de Necker, l'ancien contrôleur général des finances de Louis XVI. C'est une figure du tout Paris au début de la Révolution. Elle tient un salon littéraire extrêmement important. Elle se montre capable de peser très fortement sur la nomination de certains ministres, mais c'est une figure du Parti libéral. Elle est attachée à la liberté, à l'égalité, au suffrage universel, à la prééminence du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Et en résumé, les idées de Madame de Staël, c'est l'exact opposé des idées de Napoléon, qui est le partisan d'un pouvoir exécutif fort entre les mains d'un seul homme. Et quand Bonaparte et Madame de Staël se rencontrent à Paris, au lendemain de la signature du traité de Campo Formio, on est en novembre 1797, Bonaparte vient de conquérir l'Italie, il est considéré comme le successeur de César et d'Alexandre, il rencontre la femme la plus célèbre à l'époque d'Europe. Politiquement, Madame de Staël ne sait pas quelles sont les idées de Bonaparte, alors elle cherche à se rapprocher de lui et à voir si par hasard elle ne peut pas s'en faire un allié, le rallier, le permettre de rejoindre le camp des républicains et des libéraux. Et évidemment, ça va se passer très mal, puisqu'à cette époque, Bonaparte, lui, songe déjà à s'emparer du pouvoir pour lui-même.